Salut, t'es en train de regarder le Edge Recap. L'histoire commence avec notre personnage principal qui joue à son jeu virtuel. Lui et son équipe viennent de finir un événement, donc les autres se déconnectent, et notre héros est sur le point de faire pareil. Mais avant de partir, il décide d'ouvrir le coffre au trésor qu'il vient de recevoir. Une lumière aveuglante brille après l'ouverture, et il découvre que sa récompense est un ticket d'or. Avec ce ticket, il peut traverser dans le monde azur, qu'il pensait être une récompense nulle et une arnaque. Cependant, la curiosité reste dans son esprit, alors il décide quand même de l'utiliser. À sa grande surprise, il est instantanément aspiré par un trou noir. Peu après, il se réveille dans un champ ouvert et remarque qu'il est sur la pente des Dean Miles, juste à côté du village des débutants. Ça le rend confus, car il se souvient d'avoir éteint son casque VR. Mais à sa surprise, il n'a pas de casque avec lui. En fait, il s'était préparé à une possible transmigration, mais il n'était pas prêt à devenir un monstre. Il pensait qu'il aurait forcément des avantages. Même un Lime pourrait s'améliorer. Mais il avait tort, car le slime l'écrase jusqu'à la mort. Un gobelin lui éclate le crâne avec un marteau. Et même un squelette de même niveau le bat facilement. Ce résultat le décourage énormément. Et le seul avantage qu'il retire de cette transmigration est qu'il ressuscite rapidement après chaque mort. Même le slime qu'il a tué plusieurs fois est déjà au niveau 2. Mais grâce à ça, il réalise vite qu'il peut aussi monter en niveau. Mais il se rappelle aussi qu'il est le monstre le plus faible ici. Pourtant, ça ne l'a pas empêché de trouver un autre moyen de monter en niveau. Quelques instants plus tard, 2 aventuriers accomplissent leur tâche de novice et combattent quelques squelettes. Le chevalier tue avec succès les squelettes devant lui, ne laissant que celui qui est à l'arrière. Le mage remarque que le monstre squelette survivant agit un peu bizarrement, mais le chevalier lui explique que dans un Azur, les personnages sont tous hyper intelligents, donc ce n'est pas étonnant qu'un squelette se comporte de manière étrange. De façon inattendue, le squelette lui fait un doigt d'honneur, ce qui offense légèrement le chevalier, mais pas assez. Alors, notre héros prend quelque chose du buisson le plus proche et sort une pancarte où il traite le chevalier d'idiot. Maintenant, le chevalier sait qu'il ne peut pas laisser passer ça, alors il fonce sur lui, ce qui fait sourire le squelette, car il sait que son plan a fonctionné. Sans hésiter, il s'éclipse de la scène et laisse l'autre squelette faire le sale boulot. Comme le chevalier éveille la haine des monstres, ceux d'Azur, une fois éveillés par la haine, vont prioriser les attaques sur les joueurs dans un rayon spécifique. Et si tu les tues, l'expérience gagnée sera partagée entre tous ceux qui ont aidé à les tuer. Il savait cela car il est un joueur d'Azur depuis 10 ans, donc il connaît tout ici. Même s'il est devenu un monstre, il peut encore tirer parti de la situation et découvrir la vérité sur sa transmigration. Peu après, il monte en niveau. La première chose qu'il fera une fois qu'il atteindra le niveau 3, c'est tuer ce slime 10 000 fois. Pendant ce temps, sur le forum mondial, les nouveaux se plaignent d'un squelette de niveau qui les harcèle. Cette agitation attire l'attention d'un chevalier de niveau 25. Alors, sans hésitation, il déclare qu'il va les aider à s'occuper du squelette sur la pente des Dean Miles. Notre héros, lui, profite du soleil avec ses cartes et son propre slime esclave. Il a réussi à les dompter parce qu'à mesure qu'ils montent en niveau, leur intelligence augmente aussi. Il peut donc enfin leur donner des instructions et communiquer. Mais sa journée est gâchée quand le chevalier de niveau 25 l'attaque soudainement par derrière. Il n'a même pas eu le temps de fuir et il est tué sur le coup. Heureusement pour lui, la mort ne fait perdre que la moitié de l'expérience acquise. Avec ça, il réalise qu'il était trop arrogant. Mais il sait qu'il ne doit pas laisser passer ça. Alors, il prévoit de faire payer le chevalier, tout comme ce Slim. Cependant, après avoir passé 8 jours dans le jeu, il comprend que 2 jours se sont écoulés dans la réalité, alors il réalise qu'il doit vite trouver un moyen de sortir, car il pense que ses parents doivent être inquiets pour lui, même un peu. Mais ces suppositions étaient totalement fausses, car ses parents profitent de leurs vacances sans se soucier de lui une seconde. Ils n'ont même pas pris la peine de lui envoyer un message. Pendant ce temps, notre héros décide de monter rapidement en niveau pour pouvoir changer de métier au niveau 20. À ce moment-là, il aura un corps humain et pourra se venger. Peu après, il prend 1 tonne de tâches et tue 1 tonne de monstres. Après avoir répété ça sans pause, il atteint le niveau 20 en une seule journée. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à changer de métier dans la ville principale. Alors il y va, mais comme prévu,
Il est bloqué par les gardes à la porte, et sans question, il est tué sur place. Ensuite, il ressuscite immédiatement, mais sa mort lui fait perdre la moitié de l'expérience acquise. Il retombe au niveau 10. Là, il se rend compte à quel point il a été idiot, car il se rappelle qu'il est un monstre. Quelques instants plus tard, dans la vallée des loups démoniaques, les aventuriers passent un sale quart d'heure à s'occuper des loups. Mais ils ne peuvent pas abandonner le défi, car ils doivent collecter de la fourrure de loup pour changer de classe. Alors qu'ils discutent de leur stratégie, l'archer remarque qu'un groupe de squelettes s'acharne sur un seul loup. Il l'attaque brutalement avec un travail d'équipe. Ce qui surprend l'archer de voir ça de ses propres yeux. Mais le loup ne compte pas se laisser abattre sans se battre, donc il se met en rage, sa défense et son attaque deviennent plus tranchantes, il est sur le point de faire tomber ses adversaires avec lui. L'archer essaie d'alerter ses coéquipiers sur ce qui se passe, mais ils sont encore occupés à discuter. En revanche, le loup échoue à tuer ses adversaires et il se fait percer de derrière, ce qui rend l'archer encore plus frénétique. Du coup, ses coéquipiers arrêtent dans leur conversation et vont regarder où il pointe. À leur surprise, les monstres chassent d'autres monstres et sont de bien meilleurs chasseurs qu'ils ne le seront jamais. Pendant ce temps, un nouveau joueur vient de se connecter au jeu, une pixie l'accueille et lui présente ce monde VR incroyable appelé Azur. Dans Azur, il peut même synchroniser tous ses 5 sens, y compris le toucher, pour apprécier de la nourriture délicieuse et le parfum des fleurs en même temps. Il n'y a pas de tâche fixe dans Azur, les joueurs doivent s'engager personnellement dans les interactions avec les PNJ, en plus de déclencher des missions provenant d'IA super intelligentes. Il peut aussi choisir d'entrer dans une académie pour améliorer ses propres compétences et devenir une partie du monde d'Azur. Il y a 5 capacités de base dans ce monde. Contrôler les éléments, dompter les monstres, les arts martiaux, l'ingénierie et l'esprit. Chaque capacité a ses sous-capacités. Et il y a une infinité de façons pour lui de combiner différentes capacités dans le monde virtuel d'Azur. Il peut certainement trouver la capacité qui lui convient le mieux. Après avoir été introduit aux bases, la Pixie est sur le point de le guider pour qu'il s'habitue à ses mouvements de base. Pour cela, elle lui demande d'aller au camp d'entraînement des novices, à la pente des Dean Miles, et de tuer 10 monstres de bas niveau. Une fois qu'il aura terminé, il pourra revenir pour compléter sa quête. En entendant tout ça, il est rempli d'excitation et d'attente, mais ça s'estompe vite après qu'il ait traversé le portail et vu tous les squelettes de haut niveau qui l'attendent pour lui sauter dessus. Ça le rend confus, alors il laisse tomber son épée, ce qu'il ne devrait jamais faire devant ces squelettes. Désormais sans défense, les squelettes l'encerclent rapidement de tous les côtés, scellant ainsi son sort. Quelques instants plus tard, les squelettes transportent joyeusement leur butin, et le personnage principal donne des livrets à un petit squelette, lui ordonnant de les distribuer aux autres squelettes. Il insiste pour que tout le monde ait le même équipement, sauf ceux qui ont une morphologie différente, comme lui. Tous les autres squelettes doivent se ressembler. Quand il voit des joueurs de haut niveau, il leur ordonne de suivre les instructions écrites dans le livret. Ils doivent toujours suivre ces règles. Premièrement, chacun doit choisir une direction différente pour s'enfuir en cas de danger, car les squelettes ont une vitesse supérieure à la normale, donc la plupart des joueurs ne pourront pas les rattraper. Deuxièmement, si le joueur est de niveau 5 à 30, ils doivent l'attirer vers le point de rendez-vous et préparer une embuscade à 10 contre 1, comme ils l'ont pratiqué. Troisièmement, si le joueur est de niveau supérieur à 30 ou a déjà changé de classe, ils doivent enregistrer son identifiant de joueur, puis courir vers les camps de gobelins et énerver les gobelins pour les pousser à attaquer le joueur de haut niveau. Une fois le joueur éliminé, ils gagneront tout de même des points d'expérience de cette manière. À sa grande surprise, les squelettes ont un problème avec son plan magistral. Cela le choque, mais avant qu'il ne puisse demander pourquoi, le petit squelette lui explique qu'ils ne savent pas lire, ce qui le choque encore plus. Il improvise donc et leur donne des instructions oralement, ce qu'ils comprennent étonnamment bien. Le petit squelette demande pourquoi il doit partir, et il lui explique que le ciel qu'il voit actuellement n'est qu'une petite partie, mais que dans le monde extérieur, le ciel est immense. Le monde d'Azur est si vaste que même maintenant, il y a toujours un manque de joueurs et toutes sortes de cultures s'y mêlent. Il dit alors au petit squelette que lorsqu'il atteindra un niveau suffisamment élevé, il sera temps pour lui de sortir et de voir les grandes montagnes et les rivières. Cette déclaration fait briller les yeux du petit squelette d'espoir pour l'avenir, tandis que le personnage principal
sourit en réalisant qu'il est en train de parler à un monstre de tout cela. Cependant, le monde d'Azur est vraiment magique. Il a presque l'impression que tous les monstres peuvent vraiment y réfléchir profondément. Après ce moment touchant, il dit au revoir à tout le monde et quitte les lieux. Mais, après un moment, il revient car il a accidentellement emporté les sacs pleins d'armures de bas niveau qu'ils avaient arrachés aux joueurs novices, au lieu des matériaux requis pour sa transformation, gâchant ainsi ses efforts pour paraître cool. Dans un changement de scène, une mage poursuit un lapin et essaie de lui jeter une malédiction pour le dompter. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que notre personnage principal se cache dans les buissons, attendant qu'elle lance la malédiction. Dès qu'elle la lance sur le lapin, il assomme le lapin, recevant la malédiction à sa place, ce qui fait de lui le compagnon de la mage. Le système la félicite alors pour avoir acquis un monstre squelette de niveau 34 comme premier familier. Puisque le premier familier est le plus important et l'accompagnera tout au long de son aventure dans ce jeu, elle devrait être heureuse. Mais au lieu de cela, elle s'effondre par terre en pleurant à chaudes larmes, ce qui fait culpabiliser le personnage principal. Il lui demande alors pourquoi elle pleure, et elle répond que c'est parce qu'elle voulait un mignon lapin rose, et qu'il est trop laid pour elle. Il réalise alors qu'il a affaire à une idiote superficielle, mais il sait qu'il est trop tard pour faire marche arrière. Il improvise donc en rassemblant tout son courage pour lui expliquer pourquoi il a éloigné le lapin rose qu'elle voulait dompter. Il lui raconte une histoire dans laquelle il est en réalité un prince extraordinairement beau. Le royaume ennemi les a opprimés, mais il est toujours resté en contact avec la princesse de ce royaume, et ils se sont enfuis ensemble pour se libérer des chaînes qui les retenaient. Cependant, ils n'ont pas réussi à échapper au jugement du monde, et tout le monde s'est opposé à leur union, alors ils ont dû se contenter d'envoyer des lettres, livrées par leurs gardes, pour partager leur peine. Malgré cela, ils ne s'attendaient pas à ce que la princesse tombe amoureuse de son garde et qu'elle veuille s'enfuir avec lui à la place. En voyant que la mage commence à croire à son histoire, il pousse encore plus loin en ajoutant que les plans de la princesse ne se sont pas déroulés comme prévu, car elle a sous-estimé la loyauté de son garde envers lui. Même quand elle a tout tenté pour l'arrêter, le garde est resté fidèle à lui et a ramené la lettre de résolution de la princesse. Cependant, il n'a pas pu le prévenir du danger qu'elle représentait, car la princesse, jalouse du prince pour avoir gagné la loyauté du garde, a maudit la lettre. Depuis, le prince ne peut plus vivre que comme un squelette, déshonoré par tous. Ainsi, il s'est engagé à lever la malédiction et à venger son garde. Maintenant qu'il a fini de raconter son histoire inventée, il demande à la mage si elle accepterait de l'aider à accomplir cette vengeance et à retrouver son apparence d'origine. Elle mord à l'hameçon et se montre enthousiaste à l'idée de l'aider à retrouver son garde pour qu'ils puissent se réunir. Mais il lui dit aussitôt que le garde est mort, pour éviter de se retrouver dans une situation ambiguë. Elle perd alors instantanément tout intérêt. Pour la convaincre à nouveau, il lui explique que les squelettes peuvent exister. Donc il lui est facile d'invoquer les morts, ce qui la ravit et ravive son enthousiasme pour l'aider. Maintenant qu'elle est entièrement convaincue, elle se présente sous le nom de Bubble. Ensuite, il se retrouve devant les portes de la ville principale, et le personnage principal marche avec confiance pour entrer dans la ville. Mais le garde les arrête pour informer la mage que son squelette familier doit être tenu en laisse pour entrer dans la ville, ce qui le choque car il a complètement oublié ce détail. Quelques instants plus tard, il entre enfin dans la ville avec une laisse autour du cou. Sa maîtresse, étant une novice, est ravie de découvrir toutes les merveilles à l'intérieur de la ville principale. Il lui explique que tous les joueurs de niveau 20 seront transférés dans la ville. Car les détails du monde d'Azur sont presque les mêmes que dans le monde réel. La ville de Ionia, située au centre de la jonction Est-Ouest, est devenue le point commercial et de négoce le plus prospère d'Azur. Puis, la mage remarque qu'il y a aussi un salon de thé dans la ville, ce qui la ravit. Le personnage principal lui conseille alors de s'y rendre, car Azur est connecté à la VR via des ondes cérébrales, ce qui peut simuler le goût. Mais malheureusement pour elle, elle n'a pas d'argent. Alors, le personnage principal lui dit de ne pas s'inquiéter et lui donne un sac de pièces qu'il a volé à des joueurs pour la convaincre davantage qu'il est un prince. Avec ça, elle achète un thé au lait qu'elle apprécie plus que le vrai. Mais leur promenade paisible est soudainement interrompue par un aventurier qui crie après un PNJ qui l'a bousculé, et il commence à se défouler sur lui, furieux de s'être fait voler par un squelette plus tôt.
Le personnage principal décide de ne pas s'en mêler et s'apprête à quitter les lieux, mais à sa grande surprise, Bubble n'est pas à ses côtés et est maintenant en train de protéger le PNJ. Malgré son courage, son niveau est en réalité tout autre, puisqu'elle n'est qu'une novice de niveau 10. Le type commence alors à l'insulter et à la ridiculiser, ce qui la met mal à l'aise, mais elle sait qu'elle ne peut rien faire. Après ça, le type décide de partir, mais à sa grande surprise, le personnage principal lui botte les fesses et le ridiculise de la même manière qu'il a ridiculisé sa maîtresse, en affichant son niveau, ce qui choque les coéquipiers du type. Mais avant qu'il ne puisse les humilier davantage, la fille PNJ vient le remercier et décide de s'occuper elle-même du joueur en le menaçant de payer. Le gars a encore le culot de demander pourquoi, alors elle décide de lui donner une leçon qu'il n'oubliera jamais, et le tabasse jusqu'à l'envoyer presque au paradis. Bubble et le squelette comprennent alors qu'un PNJ peut parfois être vraiment cruel. Après la correction, le joueur est menotté et emmené en prison. Ensuite, changement de décor. Les trois personnages sont maintenant dans un café, discutant de ce qui s'est passé. Bubble demande pourquoi la FIP n'a pas été punie, et elle explique qu'elle connaît le garde, donc il ne l'arrêterait pas. Puisqu'ils l'ont aidée, elle se présente sous le nom de Yuka et leur donne l'adresse de son magasin de fruits, les invitant à venir la voir s'ils ont besoin de quoi que ce soit. À 001521, après cela, chacun prend sa route, et le squelette et Bubble se retrouvent à marcher dehors. Le squelette lui dit qu'il semble qu'ils aient découvert une quête cachée, car Yuka leur a donné son adresse. Elle demande ce qu'est une quête cachée, et il lui explique qu'elle le découvrira plus tard. Il lui conseille de ne pas sous-estimer les PNJ dans Azur, car il y a de nombreuses quêtes cachées, parfois même sans aucun indice. Par exemple, à la fin du 3e chapitre de l'histoire principale, elle devra aider un vieil homme à acquérir une compétence de raffinement et devenir maître assassin. Avant qu'il ne puisse lui donner plus d'exemples, ils arrivent enfin devant la salle de transfert. Sans hésitation, ils entrent. À 001622, une fois à l'intérieur, elle est choquée de réaliser que ce jeu peut être très réaliste, puisqu'ils doivent faire la queue pour recevoir un numéro. Le squelette lui dit que ce n'est pas si mal, car lorsqu'il y a plus de monde, il y a aussi plus de guichets, donc ils n'auront pas à attendre trop longtemps. Pendant qu'ils attendent, le squelette lui parle de la mission du 10e anniversaire d'Azur, qui sera la plus grande de toutes. Lors du 9e anniversaire, il y avait déjà une guerre civile entre les pays de l'Est et de l'Ouest. Même après 10 ans, beaucoup de nouveaux joueurs continuent de rejoindre le jeu, comme Bubble, qui s'est connectée après qu'un camarade de classe l'a convaincue, car elle avait entendu parler de cet énorme événement. À 001649, le numéro du squelette est appelé. Il se rend au guichet et remet les bons matériaux pour changer de classe. Sa demande est acceptée et il est autorisé à participer à la cérémonie de changement de classe sans aucun problème. Les amis. Pendant ce temps, Bubble est approchée par un type qui ressemble à un écureuil et qui lui dit qu'elle a probablement été trompée, car il prétend tout savoir. Selon lui, il n'a jamais vu un monstre avoir une mission secrète, et même si cela existait, ce serait un monstre de classe seigneur, avec une intelligence et un niveau extrêmement élevé. Avec un sourire suffisant, il lui dit qu'elle se trompe, lui envoie une demande d'amis, puis quitte la scène après cette étrange interaction. La mage commence alors à douter de l'identité du squelette. Cependant, avant qu'elle puisse y réfléchir davantage, le squelette termine sa cérémonie de changement de classe et réapparaît devant elle avec un nouveau visage séduisant. On dirait qu'il est prêt à être croqué. Skeleton, notre personnage principal, et Bubbles la mage, sont entrés dans la ville, et maintenant, au hall de transfert, Skeleton s'apprête à compléter sa cérémonie de changement de classe. Pendant qu'il est occupé, Bubbles rencontre un drôle de gars écureuil qui lui lance un avertissement. Il lui dit que elle est trompée par son animal de compagnie, Skeleton. Après cette rencontre étrange, Skeleton termine sa cérémonie et retourne vers elle pour se vanter de son nouveau look. Passons à la suite. Bubbles, de manière inattendue, est sur le point de pleurer, ce qui inquiète Skeleton. Il lui demande ce qui ne va pas, et elle lui explique ce qui s'est passé. Sans hésitation, Skeleton la réconforte et l'emmène manger de bons plats, ce qui lui remonte le moral. Pendant ce temps, l'écureuil est dans un bar, surpris que Bubbles ait décliné sa demande d'amis. Il prévoyait de l'effrayer et de voir ce qu'il se passe avec le monstre qu'elle accompagne, mais elle n'est pas tombée dans le piège. Cependant, avec un monstre dans la ville, beaucoup de gens devraient être au courant de cela. Donc il n'est pas trop préoccupé et reste excité par l'avenir. Pendant ce temps,
Bubbles se régale avec la nourriture que Skeleton lui a offerte, mâchant tout ce qu'elle peut. Skeleton lui annonce qu'il va l'aider à améliorer et à monter de niveau, pour qu'elle soit prête à participer aux élections de l'Académie Démon, puisque seuls les joueurs de niveau 40 peuvent passer l'examen d'entrée dans les 3 grandes écoles d'Azur chaque année. Les anciens participants ont aussi la possibilité de participer, avec une chance d'accumuler des indices et des connexions importants. Les écoles exigent beaucoup plus de compétences et d'efficacité que l'entraînement normal. Il lui raconte qu'il a reçu un message juste au moment de son changement de classe, le surprenant, lui disant qu'un monstre pourrait avoir du courrier. Le contenu du message le surprend encore plus, car il lui demande s'il veut savoir pourquoi il a été réincarné et comment retourner dans le vrai monde. Pour cela, il doit accomplir la mission principale, et la réponse sera là, en lui souhaitant bonne chance et en disant qu'ils le surveilleront. Ce souvenir de tout cela le rend furieux, et il déclare haut et fort qu'il gagnera, et découvrira qui s'amuse vraiment. Bubbles, à sa grande surprise, répond joyeusement en lui disant que c'est cet esprit combatif qui compte. Elle aussi doit augmenter son esprit de combat, alors elle demande encore plus de nourriture. En contraste, il sait qu'il va bientôt manquer d'argent si elle continue à manger comme ça. Après avoir mangé au restaurant, ils sortent, mais Bubbles continue de grignoter. Skeleton lui demande de manger moins, bien que cette nourriture ne la rende pas grosse, car elle est très chère. Même un riche propriétaire ne peut pas suivre son rythme. Ce à quoi elle répond joyeusement qu'elle le sait, mais ignore tout de même sa mise en garde. Pour changer de sujet, elle lui demande ce qu'ils vont faire ensuite. Skeleton répond qu'ils iront plus tard à l'examen d'entrée de l'Académie Démon, et ayant quelqu'un comme lui comme animal de compagnie, avec son niveau actuel de 10, elle peut pratiquement accéder au 2e examen sans problème. Ils vont donc se concentrer sur son leveling pour qu'elle soit prête pour le 2e examen qui aura lieu dans 10 jours, ce qui la ravit. Un peu plus tard, au slope de Dick Smiles, Skeleton voit que ses gobelins et les slimes travaillent dur à la construction de leur nouvelle base, ce qui le surprend en arrivant, car il vient de partir 3 jours plus tôt, et il semble qu'ils aient presque terminé. Alors qu'il admire leur nouvelle forteresse, les gobelins le remarquent et, sans hésitation, se jettent sur lui. Cependant, il esquive leurs attaques et réalise qu'ils ne le reconnaissent pas. Il leur donne alors une leçon. Au sol, les monstres se rendent compte qu'ils ne peuvent pas gagner, mais ils se souviennent de ce que leur maître leur a appris. Ils décident donc d'utiliser leur capacité ultime, la retraite. Maintenant, tout le monde a disparu et il n'y a plus personne, ce qui surprend Bubbles, qui lui demande si ce sont les monstres qu'il considère comme apprivoisés. Il répond que, d'après leur exécution des ordres, s'ils ne peuvent pas battre l'adversaire, ils sont considérés comme plutôt apprivoisés. Il appelle alors le gros squelette, insinuant qu'il est leur maître, et leur ordonne de sortir de leur cachette. Le squelette dodu apparaît immédiatement du sol et demande à son maître pourquoi il a choisi de se transformer. Il s'assoit alors et Skeleton lui explique ce qui s'est passé. Maintenant, Chunky sait que Bubbles est la propriétaire de leur maître. Il lui demande comment ils ont progressé si vite. Ce à quoi il explique qu'ils ont réalisé que les HP et la force d'un gobelin sont plus élevés que les leurs. Ils ont donc rassemblé des gobelins et en travaillant ensemble, ils peuvent déjà vaincre des joueurs d'environ niveau 30. Mais ils ont découvert que leurs chances de s'échapper ne sont pas très élevées. C'est pourquoi ils ont construit une forteresse au-dessus du sol qui n'est qu'un déguisement, agissant comme un bunker. Après avoir construit le bunker, ils peuvent rapidement s'échapper sous terre. Les joueurs ont du mal à les trouver. Même s'ils le font, les joueurs qui entrent sous terre ne sont pas familiers avec les chemins qu'ils peuvent emprunter pour sortir et les tuer. En entendant tous ces plans complexes, Skeleton a du mal à croire qu'ils sont vraiment des monstres. Ce à quoi Chunky répond qu'ils ont tous appris du meilleur, c'est-à-dire de lui. Il lui dit d'oublier ça, car il a même appris à flatter. Puis, il explique à Chunky qu'il est principalement ici pour monter de niveau avec son maître en préparation de l'examen d'entrée à venir. Chunky propose alors qu'il chasse facilement des joueurs avec eux, ce qui lui vaut un coup sur la tête pour avoir été idiot, car Bubbles ne fait clairement pas de 2 kills. Maintenant qu'il sait que Chunky n'a pas d'idée brillante, Skeleton suggère que Chunky prenne ses monstres subordonnés et Bubbles pour tuer d'autres monstres afin de monter de niveau. Pendant ce temps, il doit se familiariser avec les compétences et le nouveau corps qu'il a après le transfert de classe. Ils doivent également attendre l'avis de l'examen d'entrée de l'académie. Normalement, les animaux de compagnie qui dépassent dans le niveau du joueur montrent des signes de loyauté en s'effondrant, mais ils n'ont pas besoin de s'inquiéter de cela. Étant donné que leurs niveaux ont une si grande différence,
il devrait être capable d'obtenir un très bon classement. Maintenant qu'il a terminé d'expliquer quoi faire, il les encourage à se dépêcher et à monter en niveau. Bubbles doit juste atteindre le niveau 39, et il n'y a aucune restriction pour les animaux de compagnie. Il fera aussi de son mieux pour augmenter ses niveaux, car il n'y a temporairement pas de temps pour rassembler des matériaux pour un second transfert. Le temps passe rapidement alors qu'ils profitent de leur temps ensemble. Les subordonnés de Skeleton parviennent même à capturer le chevalier qu'il a tué auparavant. Quelques instants passent avant qu'un pigeon messager arrive à leur emplacement pour donner à Bubbles son avis sur l'examen d'entrée, qu'ils reçoivent avec joie, tandis que le chevalier est complètement battu et maintenu au sol. En ouvrant la lettre, Skeleton est surpris qu'il y ait tant de joueurs forts cette année. Il pensait qu'ils étaient déjà assez forts, mais ils se retrouvent en réalité classés 9e. En voyant cela, au lieu d'être découragé, il est excité, pensant que cet examen va être amusant. Pendant ce temps, dans le monde actuel, Mademoiselle Chong, la secrétaire, apporte les données demandées par le chef Dong et les pose sur son bureau. Elle lui demande ce qu'il est advenu de Wei Dong, l'un de leurs collègues, car elle ne l'a pas vu depuis quelques jours. Il explique que Wei Dong a été transféré dans un autre département pour effectuer des expériences scientifiques et technologiques. Donc il ne sera pas ici pendant un moment. Ses parents, qui voyagent autour du monde, sont contents que leur fils ne les dérange pas autant et coopèrent joyeusement avec les arrangements de leur fils. Elle lui demande alors pourquoi elle s'inquiète soudainement pour Wei Dong, et si elle pense à lui, ce qui la frustre au point de ne pas pouvoir répondre, alors elle sort en rougissant. Pendant ce temps, une fille aux cheveux roses nommée Schwer se tient devant un manoir et est accueillie par une belle dame, qu'elle appelle Tante. Celle-ci la salue chaleureusement, et Schwer n'hésite pas à monter à l'étage pour passer du temps avec Bubbles. Par coïncidence, Bubbles vient juste de se déconnecter du jeu. Sans hésitation, Schwer se jette sur elle et la câline un peu. Schwer lui demande si elle s'amuse à jouer à Azur, ce à quoi Bubbles répond avec enthousiasme, en lui racontant ses aventures joyeuses et sa rencontre avec Skeleton. Intrigué, Schwer demande à Bubbles d'en dire plus sur le squelette qu'elle a rencontré. Bubbles lui raconte alors l'histoire fictive de Skeleton, qu'elle croit à 100% vraie. Quelques instants plus tard, après avoir écouté Bubbles pendant toute la journée, Schwer se demande si Bubbles sort avec des personnages du jeu, ce qu'elle nie immédiatement pour éviter d'être soupçonnée d'être une bizarre. Mais Schwer s'en fiche et lui dit d'attendre qu'elle termine son travail, car elle va se connecter au jeu pour la retrouver et voir son petit squelette. Après cela, Schwer laisse Bubbles seule dans sa chambre. Elle s'allonge sur son lit, pensant au moment amusant qu'elle a passé dans Azur, et ne peut s'empêcher de soupirer en souhaitant que tout cela soit réel. Mais elle décide de ne pas y penser et de dormir. Cependant, ce n'est pas ce qui se passe. Quelques instants plus tard, au camp des squelettes, Bubbles fixe intensément Skeleton, qui lui demande pourquoi elle s'est connectée à ce moment-là. Elle explique qu'elle n'arrivait pas à dormir, alors elle est venue vérifier. Elle prétexte qu'elle avait peur qu'il lui mente, et s'était discrètement éclipsée. Voyant qu'elle est troublée, Skeleton s'assoit et répond qu'il ne pourrait jamais lui mentir, la réconfortant en lui disant qu'il est toujours là. En entendant ces mots, elle se sent en sécurité et s'endort facilement. Le lendemain, le classement de l'examen annuel commence enfin. Des milliers de personnes se rassemblent en un seul endroit et de nombreux arnaqueurs, hommes d'affaires et escrocs vendent leurs marchandises à l'entrée. Skeleton lui explique que les candidats à l'examen d'entrée passent de 30 000 à 2 000 et qu'ils limitent la zone de niveau, ne choisissant finalement que 30 personnes. Chaque examen impacte aussi la compétition de toutes les factions et le palais ouvre des matchs en direct ainsi que des paris. Chaque examen devient une véritable foire pour tout le monde. En voyant cette scène familière, il se remémore le temps où, avant sa transformation, il était simplement le président d'une petite guilde, regardant toujours les retransmissions en direct. Mais cette fois, il pouvait enfin se rendre sur le site de l'examen. Soudain, ils sont accueillis par Yuka, à qui ils répondent avec joie. Elle déclare fièrement qu'elle s'occupera d'eux. Ensemble, ils pénètrent dans le temple. On peut remarquer que Skeleton regardait ce manuel pourri depuis tout à l'heure, alors elle lui conseille de regarder où il va, pour qu'il arrête de le lire. Mais il explique que ces manuels sont importants, car ils contiennent beaucoup d'informations sur les examinateurs. Elle lui dit que beaucoup d'informations dans ces manuels ne sont pas précises, et qu'il est trop tard pour les étudier. Beaucoup de gens étudient les informations juste après leur notification. Elle jette donc le livre et lui propose son propre manuel. À sa grande surprise,
Ce manuel est si détaillé qu'il se demande comment une NPC peut savoir quoi que ce soit sur l'examen. Quelques instants plus tard, ils sont maintenant assis, attendant que Chilo se présente pour que le concours commence. Une fois que Chilo arrive, bien qu'il soit l'un des 5 puissants leaders du monde d'Azur, il trébuche et tombe face contre terre, rendant l'atmosphère assez gênante, tandis que les autres remettent en question son véritable pouvoir. Le garde l'aide à se relever, ce pourquoi il est reconnaissant. Puis il commence son discours en félicitant tous ceux qui ont réussi. Cependant, chaque année, il y a la possibilité d'un élément perturbateur. Alors il encourage tout le monde à ne pas perdre espoir. Cet examen est divisé en un premier examen et une reprise, et il est rempli d'aspects de sagesse, de capacité et de compétences pour tester les capacités des joueurs. Ensuite, chacun peut prendre son numéro et entrer dans le premier lieu, puisqu'il a décidé de ne pas trop parler. Ils peuvent donc commencer. Le garde ouvre immédiatement le portail, tout le monde ayant déjà pris son numéro. Donc, l'examen commence. L'annonceur lance la diffusion de l'Académie des Dieux d'Azur et accueille tous les spectateurs pour le 10e concours d'examen d'entrée. Après s'être présentés, ils expliquent toute la situation. Il y a 2000 participants à cet examen, mais seulement 30 seront choisis. Le premier essai se compose de 3 sections, corps, sagesse et armes. Sur l'île, il y a 500 objets correspondant à chaque section, et le joueur doit en collecter au moins 3 pour satisfaire l'une des normes. Une fois que 2 normes sont satisfaites, ils auront réussi. En raison des exigences, les joueurs passant l'examen doivent avoir un niveau inférieur à 40 pour réussir l'épreuve physique. Les joueurs doivent affronter les loups bestiales pour évaluer leur endurance et leur capacité de combat, et les joueurs de bas niveau ne peuvent réussir que par le travail d'équipe. Mais la quantité de loups bestiales réunis n'est pas suffisante pour être répartie entre tout le monde. Alors, comment vont-ils faire leur choix? Ensuite vient l'épreuve de l'instrument, pour les joueurs qui ont besoin de compétences en assemblage. 3 pièces peuvent être assemblées pour former une pièce qualifiée, et toutes ces pièces proviennent d'un trou divisé en 500 morceaux. Les trouver de façon sélective et minutieuse pour obtenir les pièces parfaites n'est pas une mince affaire. La dernière épreuve est celle de la sagesse. Des parchemins sont dispersés sur l'île, et il faut en rassembler 3 pour compléter une formation. Non seulement cette formation satisfait les exigences de l'examen, mais elle peut également servir de coordonnée de transfert, devenant ainsi une étape cruciale pour passer cet examen. Les joueurs sont déjà arrivés sur l'île. Quels événements passionnants vont se dérouler? L'annonceur, plein d'énergie, se plonge dans l'examen pour profiter du spectacle. Pendant ce temps, un loup bestial sent soudain une proie et en un éclair se jette à l'attaque, laissant derrière lui une traînée de flammes bleues. Mais malheureusement pour lui, son adversaire est plus fort. Résultat, il se transforme en glaçon, tout comme les autres loups bestiales qui ont croisé Skeleton. Skeleton ne pensait pas que cette mission l'amènerait à contenir un monstre de cette manière. Voilà une bonne occasion de tester ses nouvelles compétences. Et avec un sourire, il déclare officiellement le début du jeu. Pendant ce temps, un groupe de joueurs de bas niveau se cache dans les buissons. La femme tigre leur dit de l'écouter. Le loup bestial est extrêmement rapide, mais sa capacité de défense et de changement de direction est plus faible. Ils doivent donc d'abord analyser sa trajectoire pour disposer les joueurs autour de lui, puis l'attaquer. Cependant, ils ont déjà attendu quelques heures sans la moindre activité et se demandent s'ils ne sont pas au mauvais endroit. Le guerrier réagit à ce qu'elle dit et lui demande si elle doute de son instinct de tripe. Il exprime son mépris et la prévient qu'il a un sale caractère et que, sans les règles de l'examen qui l'empêchent de l'attaquer, il l'aurait déjà frappé. Après avoir entendu ce cerveau de muscle parler, la femme chat se range du côté de la femme tigre, disant que son plan est sensé. Elle est aussi une mage de formation et elle seule peut briser les enchantements. Après quelques minutes d'attente, elle, agile comme toujours, propose d'aller jeter un coup d'œil. Le guerrier tente de la dissuader, mais il est ignoré. Quelques instants plus tard, le guerrier est accroupi, essayant de ne pas se faire repérer, quand un chien lui urine dessus. Soudain, la femme chat revient et leur annonce qu'il n'y a aucun besoin de se cacher. Il n'y a aucun signe de loup bestial dans un rayon de 10 km. Elle a interrogé un joueur qui passait par là, puisque l'examen interdit de demander sur les forums, et apparemment le loup bestial a déjà été tué par un entraîneur. Cela met le guerrier dans une rage folle.
d'autant plus qu'il s'est fait arroser par un chien. Changement de scène. Skeleton se tient au bord d'une falaise et remarque quelque chose d'étrange. Il a déjà fait le tour des environs et se demande pourquoi il n'y a plus de loup bestial. Il n'en a tué qu'environ 200 jusqu'à présent. En même temps, l'annonceur informe les spectateurs qu'un joueur nommé « Je veux un familier Bulls Roses » de niveau 60 et en a tué plus de 200 loups bestiales en seulement 2 heures depuis le début de l'examen. Normalement, les niveaux des joueurs sont limités à 40 et en dessous, mais les familiers n'ont pas cette restriction. Cependant, ils n'ont jamais vu un familier avec un niveau supérieur à celui de son maître. Ils savent tous que si le niveau d'un familier est trop élevé, cela peut causer un manque de loyauté, voire même un retour de flamme contre le maître. Pendant ce temps, la femme chat rend visite à Skeleton et lui demande, ayant entendu dire qu'il vendait des loups bestiales. Skeleton, ravi de voir un client potentiel, l'accueille comme un vrai commerçant et lui montre la marchandise. Maintenant qu'elle le voit de ses propres yeux, elle demande immédiatement combien cela coûte. Il lui répond fermement « C'est 50 pièces d'or par pièce, sans négociation ». En entendant ce prix, la femme chat se met en colère et l'accuse d'arnaque, car une pièce d'or vaut 100 $ dans la vraie vie. Mais Skeleton, malin comme un renard, calme rapidement la situation et la soulève comme une princesse en utilisant des techniques apprises dans les rythmes quantiques. Il tente de la convaincre de son charme, il lui propose même de baisser le prix si elle le laisse la caresser pendant une demi-journée, ce à quoi elle essaie de résister en vain. Quelques instants plus tard, elle revient auprès de ses coéquipiers avec ses pots en main. Le guerrier remarque qu'elle n'a que 6 pots, alors qu'ils sont 3. Il lui demande pourquoi, ce à quoi elle répond, interloquée. Comment a-t-il pu obtenir un rang supérieur au sien avec un QI pareil? Elle lui explique que s'ils n'ont pas besoin de combattre les loups bestiales, pourquoi devraient-ils s'encombrer d'un soldat? Ils ont 3 formations à briser, alors elle leur suggère de rester sur place. Comprenant cela, le guerrier se sent dans une mauvaise posture. Il sort ses armes, mais, malheureusement pour lui, ses compagnons avaient déjà prévu cette réaction. Il est aussitôt immobilisé par des tentacules, ses armes tombant au sol, l'empêchant de riposter. La femme chat lui explique que, de toute façon, les joueurs de l'épreuve initiale ne peuvent pas s'attaquer entre eux. Même si elle le libérait, il ne pourrait pas leur faire de mal, mais ils peuvent restreindre ses mouvements. C'est une formation précoce de Honglien qui a été placée sur lui plus tôt, puisqu'ils avaient prévu de l'abandonner une fois qu'ils auraient affronté les 6 visons de toute manière. Elle lui souhaite de ne plus jamais les recroiser avant de quitter les lieux. Pendant ce temps, un autre groupe se demande pourquoi il n'y a aucun loup bestial dans les parages. Ils supposent donc qu'il s'agit d'une fausse alerte, mais soudain, Skeleton surgit devant eux, brandit ses trésors et leur demande s'ils veulent en acheter quelques-uns. Dans le chapitre précédent, l'examen commence. Le squelette chasse tous les loups bestials disponibles dans la région. Par conséquent, il monopolise les pots comme un vrai escroc et vend maintenant ses pots à un prix élevé. Maintenant, passons à la partie suivante. Quelque part sur l'île, 2 concurrents ont maintenant acquis 2 balles de formation et ont presque terminé le niveau. Ils remarquent à quel point le squelette est intéressant. Donc, la femme demande à Gu Jiangxian s'il veut continuer à jouer ici un peu plus longtemps, à quoi il répond que jouer dans le premier essai est une perte de temps. Le niveau suivant est important, donc il espère qu'ils pourront voir ce vampire squelette dans le prochain niveau. Ensuite, il remarque que certains joueurs ont déjà terminé le niveau, donc il décide de se dépêcher. En même temps, l'annonceur déclare que les chasseurs leaders ont déjà commencé à nettoyer le niveau. Cependant, 3 joueurs spécifiques ont maintenant rendu de nombreux autres joueurs incapables de passer ce niveau, car il n'y a plus de loup bestial fantôme à chasser. Normalement, 2 joueurs travaillent ensemble pour tuer les loups bestial fantômes afin de collecter des pièces de l'appareil ou de briser la formation. Mais aujourd'hui, de nombreux joueurs sont incapables de remplir la première exigence. Non seulement cela, la gamme de prix de ce monstre est en effet un peu trop élevée, donc ils se demandent ce qu'ils voulaient faire avec tout cet argent. Pendant ce temps, quelque part dans le désert, où des pièces sont posées sur le sol, Bubble remarque qu'ils ont soudainement beaucoup d'argent, donc elle demande à Yuko ce qu'elle pense que le squelette fait. Mais elle est occupée et ne peut pas être dérangée, car l'examen pour les appareils est plus difficile que prévu. Il y a tellement de pièces, c'est comme un puzzle de 500 pièces qui a été mélangé et réparti à travers la plaine du désert, et il faut trouver 3 des pièces du puzzle et les combiner pour former une partie pour passer le niveau. D'après les informations qu'elle a pu obtenir auparavant, lorsque les joueurs terminent leur examen de force, ils viennent ici pour choisir leur pièce d'appareil, et il est plus facile de passer le niveau
en travaillant ensemble avec les autres. Mais cela fait déjà si longtemps, et il n'y a que si peu de joueurs, elle se demande pourquoi les autres n'ont pas encore réussi l'examen de force. Mais elle ne savait pas que cette situation était due à leur coéquipier, qui est en train d'arnaquer une proie. Sans hésiter, il se précipite vers eux, mais soudain un ours l'arrête et lui propose une peau de mink fantôme, comme ce qu'il faisait aux autres concurrents. Face à cet autre capitaliste, il comprend que cet ours est la raison pour laquelle il n'y a plus de mink fantôme à chasser, alors il lui demande clairement. L'ours lui répond qu'il n'en a tué que 100, donc il devrait en rester encore. Pendant ce temps, le commentateur annonce que les deux plus gros enfoirés se sont enfin rencontrés et sont maintenant au bord de leur siège, se demandant ce qui va sortir de la rencontre de ces deux escrocs. Et il semble que ces deux veulent le même client, donc il suppose qu'ils vont se battre. Pendant ce temps, Skeleton réalise maintenant qu'il n'y a presque plus de mink fantôme. Bien que l'ours n'ait pas pensé qu'il y aurait quelqu'un d'autre que lui dans cette ronde qui tuerait autant de mink, ils se sont un peu échauffés et semblaient sur le point de se battre, car ils vendaient tous deux des peaux de mink fantôme. Cette situation a vraiment excité le commentateur, car il suppose déjà qu'ils vont se battre, et ces deux rivaux semblent être assez jaloux l'un de l'autre, car ils sont du même secteur, mais aussi ennemis, donc, sans aucun doute, ces gars vont se battre. Cependant, les hypothèses du commentateur étaient complètement à côté de la plaque, car maintenant les deux se serrent la main, car ils réalisent de tous deux que cela signifie qu'ils ont tous les deux monopolisé le marché actuel des peaux de loup bestial. Plus que cela, le prix est leur choix à faire. Les observateurs ne peuvent qu'attendre le chaos qui arrive. Maintenant, ils offrent la peau au joueur le plus proche et la vendent toujours pour 50 pièces d'or, mais actuellement, chaque joueur ne peut en obtenir que 2. S'il en veut 3, il devra demander l'aide d'un autre joueur, et ils peuvent même lui donner une réduction de 5 pièces d'or, et cette réduction peut être cumulée. L'ours était stupéfait, mais comme prévu, Skeleton a un cerveau rapide. Il a même supposé que Skeleton avait déjà fait de la publicité auparavant. Pendant ce temps, la nouvelle de leurs projets commerciaux s'est répandue, et à cause de cela, les joueurs ont commencé à se rassembler devant eux, tandis que les commentateurs étaient étonnés de voir cela de leurs propres yeux. Car ils n'avaient jamais vu cette situation dans toutes leurs années de commentateurs. Avant, il y avait des joueurs qui avaient des compétences incroyables pour tuer rapidement plusieurs loups bestiales fantômes. Sans se soucier des autres, ils finissaient leur travail et partaient. Pendant ce temps, Bubble est en extase en voyant tout l'argent s'ajouter à son inventaire. Maintenant, elle peut probablement boire du thé au lait jusqu'à sa mort, mais Yuka n'aime pas ça, car elle demande à Bubbles d'ouvrir son panneau de conversation avec son animal de compagnie. Dans un changement de scène, Skeleton vend des peaux tout en utilisant son poignet pour draguer des filles en même temps. Il reçoit ensuite un appel, mais il est crié par Yuka qui lui dit de se dépêcher et de venir ici, car sans sa coopération, ils ne pourront pas finir le 2e niveau, et le temps sera bientôt écoulé. Pendant ce temps, de l'autre côté de la forêt, d'autres joueurs se rassemblent en un seul endroit. Ils ont des problèmes, car ils ne peuvent pas se permettre les peaux. Et s'ils ne vont pas au 2e niveau maintenant, il n'y aura pas assez de temps, et ils seront coincés ici. Mais ils ne peuvent pas attaquer Skeleton, car son niveau est beaucoup trop élevé. Soudainement, un autre joueur qui se tient dans l'ombre suggère que s'ils ne peuvent pas attaquer, ils peuvent utiliser d'autres méthodes. Ils peuvent tous travailler ensemble et récupérer ce qui leur appartient. Dans une autre scène, Yuka est en train de faire une crise de colère, car Skeleton n'est pas encore arrivé. Par coïncidence, Skeleton apparaît, courant rapidement vers eux, mais malheureusement, il est poursuivi par un groupe de joueurs qui le chassent pour ce qu'il a fait, tandis que l'ours se transforme en serpent pour l'attaquer. Pendant qu'il courait, Bubble était dans la foule, confuse sur qui il poursuivait et ce qu'ils avaient fait. Elle a donc demandé, à quoi le joueur a répondu qu'elle ferait mieux de faire attention à ce pet en avant, car il est un voleur. Il a tué tous les mink fantômes et a demandé de les vendre à des prix ridiculement élevés. Qui sait quel genre de maître l'a entraîné en un animal de compagnie aussi corrompu? En entendant tout cela, elle réalise qu'ils poursuivent son animal de compagnie, Skeleton. Quelques instants plus tard, Skeleton est fatigué de tout cela. Il décide donc d'utiliser sa capacité qu'il voulait révéler plus tard. Par conséquent, il arrête de courir, fait face à la foule, pointe la paume de sa main vers eux et utilise sa capacité bombe de glace, en créant de la glace devant eux et en la brisant en 1 seconde, créant un nuage de poussière afin qu'ils puissent s'échapper. Maintenant qu'il se cache derrière un rocher, comme un PNJ, il explique comment il exécute parfaitement sa capacité, en utilisant l'élément eau. Il peut contrôler le froid autour de lui en tant que squelette et faire en sorte que l'eau autour forme un piège. Il a fait exploser soudainement l'élément eau en une bombe de glace. Maintenant,
Sa première compétence a été démontrée. Tandis que l'ours, qui est un serpent maintenant, demande combien de temps ils pensent qu'ils ont. Donc il suggère d'arrêter de parler et de courir. Quelques instants plus tard, ils ont à peine pu obtenir 20 pièces d'appareil et il ne leur reste plus que 7 heures. Yuka voit que Bubble essaie d'aider, mais elle sait que sans compétences mécaniques, elle ne pourra pas assembler ces pièces d'appareil, donc elle lui dit d'arrêter de jouer et de prendre les engrenages sur ses mains. Soudain, Skeleton est revenu avec Big Bear, mais Yuka est stressée car il pourrait échouer au 2e niveau à cause de la cupidité de Skeleton. Elle le réprimande donc, ainsi que l'ours. Après sa crise de colère, maintenant qu'elle s'est calmée, elle leur explique qu'il n'y a qu'une seule autre option pour le moment. Elle leur explique qu'elle a observé certaines pièces d'appareil plus tôt et qu'elles ont un motif. Bien que les pièces mises ensemble n'aient rien en commun, si elles cassent ces pièces en plus petits composants, elles peuvent les refaire en un appareil approprié. Cependant, elle n'est pas sûre qu'ils puissent les refaire à leur état d'origine. Elle ordonne alors à Skeleton de continuer à chercher les pièces d'appareil restantes. Une fois qu'il les a trouvées, il doit les donner à un assistant robot, et ils ne doivent pas abandonner la collecte de pièces. Alors que Skeleton collecte les pièces, l'ours demande à se joindre à eux, car il n'y a rien de mieux pour lui à faire et qu'il attend juste sa belle-fille, qui est une mage de formation, pour arriver ici, car ils ont promis de se rencontrer ici après avoir tué le Minx. Mais avant de continuer à collecter les pièces, l'homme masqué d'avant l'heure est apparu. Skeleton demande donc s'il est comme les autres joueurs qui veulent se venger, à quoi l'homme masqué précise qu'il est venu les avertir. Certains joueurs ont découvert où il se trouve et viennent pour lui, et il déclare qu'il peut aider Skeleton à les arrêter. Comme un arnaqueur, il peut sentir la même espèce que lui à des kilomètres à la ronde. Donc il demande pourquoi il l'aide, auquel le masqué explique que c'est à cause de lui qu'un animal de compagnie de haut niveau suscite des soupçons de sa part pour avoir des connexions avec la tâche principale de cette année. Donc, se lier d'amitié avec lui ne devrait pas causer de tort. Entendant toutes ces conneries sortir de la bouche du masqué, il a réfléchi et a accepté la proposition du masqué et s'est séparé de son groupe pour distraire la parade de joueurs. Plus tôt, avant la rencontre avec Skeleton, Cat Lady a rapporté au masqué nommé Yi-Wu qu'ils avaient divulgué l'emplacement de l'animal de compagnie de Bubble et se sont regroupés avec les autres joueurs comme il l'avait dirigé. Elle demande alors pourquoi il voudrait se lier d'amitié avec le Skeleton, mais susciter la colère des autres joueurs pour l'attaquer, à quoi il répond que c'est parce qu'il doit y avoir une raison de se lier d'amitié avec lui. Bien sûr, d'autres personnes doivent déjà avoir pris note de lui, il était tellement avide après tout, mais il n'est pas le seul à avoir la capacité de tuer autant de fantômes de Minx. Il a également chassé la plupart d'entre eux pour réduire le taux de réussite de ce premier examen au maximum. Pendant ce temps, le commentateur se demande si Yi-Wu sait que c'est une diffusion en direct, car il vient littéralement de dire qu'il a délibérément énervé tous les joueurs, mais il est le successeur d'une alliance d'assassins, donc il est préférable de ne pas le questionner. Maintenant, dans le présent, Bubbles et son compagnon voyagent dans le désert. Ils décident alors de se reposer là-bas, tout en cherchant d'autres joueurs, car Yuka a dit qu'il y a des pièces d'assemblage dans les environs et que d'autres joueurs peuvent se rendre à son emplacement, alors Skeleton leur a demandé de retenir les joueurs du mieux qu'ils peuvent, pour ne pas permettre à d'autres joueurs de déranger Yuka. En parlant de Skeleton, l'ours demande à Bubbles pourquoi son niveau est bien plus élevé que le sien, et comment elle l'a capturé, à quoi elle essaie d'esquiver la question en ignorant l'ours, mais l'ours lui demande gentiment quel est le problème, à quoi elle explique que c'est parce que Skeleton lui a demandé de ne pas révéler son identité. En entendant son excuse, l'ours conclut, sans aucun doute, que l'identité de son animal de compagnie est vraiment exceptionnelle. Il sait donc qu'il doit trouver un moyen de bien s'entendre avec lui, comme ça, il pourrait obtenir quelques indices. Pendant ce temps, Bubble est assise fièrement, car elle a accompli ce que Skeleton lui avait dit. Si on lui demande l'identité de son animal, elle doit agir de manière mystérieuse. Ces joueurs de haut niveau ont tous des personnalités paranoïaques. Plus ils ne comprennent pas, plus ils seront amicaux avec eux pour obtenir plus d'informations. Pendant ce temps, la dame au chat les a trouvés, et elle a donc immédiatement informé les autres joueurs de leur emplacement. En un instant, ils ont encerclé Bubbles et Bear, essayant de la convaincre de leur remettre son animal. Mais soudain, ils ont tous été ligotés par Yuka, tandis que Skeleton utilisait son pouvoir de glace pour repousser les autres joueurs en utilisant constamment ses pouvoirs. Il commence à manquer de points de vie, HP, et il reste trop de personnes. Il dit qu'il ne pourra pas s'échapper s'il est pris au piège.
Voyant que Skelton a du mal, Yuuka lui dit de venir vers lui, car il a les joueurs sous contrôle. Skelton fait alors cela, mais soudain, il fait semblant de perdre le contrôle de ses pouvoirs et les annule, juste pour voir si cet animal le surprendra davantage lorsqu'il sera confronté à la mort. Maintenant, Skelton et Bubbles sont dans une situation délicate, entourés. L'ours réfléchit s'il doit risquer sa vie pour des informations inconnues, car ce serait problématique s'il ne peut pas s'en sortir. Cependant, avant qu'il ne prenne une décision, Bubbles en a assez de tout ça. Elle décide donc de ne plus faire semblant. Elle lève sa baguette pour invoquer son animal, traçant un cercle d'invocation devant eux. Un slime de niveau 55 apparaît devant eux, choquant tous ceux qui en sont témoins. Cela surprend même les commentateurs, car ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle, une débutante de niveau 10, ait 2 animaux. Et c'est un slime de haut niveau. Il semble donc qu'elle a continué à ajouter des points à ses compétences de dressage lors du transfert, et a même ajouté un emplacement supplémentaire pour un animal de compagnie. Cependant, entraîner un autre animal prend beaucoup de temps et d'argent, donc ce n'est clairement pas avantageux, surtout que c'est un slime de niveau 55. Pendant ce temps, le prêtre n'en peut plus, il dit qu'il doit la battre à mort, car il n'a jamais subi une telle humiliation de toute sa vie, invoquant un slime comme adversaire. Il demande alors si elle pense que ce slime peut le vaincre, ce à quoi elle répond en leur montrant personnellement, et jette son slime devant eux, qui se transforme soudainement en Giga Slime, effrayant tout le monde, y compris les commentateurs. Pendant ce temps, Skelton était maintenant coincé par les joueurs de tous côtés. Il dit qu'il ne peut lancer que cette attaque. Alors Yiwu est impatient de voir si Skeleton va montrer sa carte maîtresse maintenant. Mais à sa surprise, il a juste appelé Bubbles et lui a demandé de le ramener à l'espace des animaux, ce qu'elle a fait avec plaisir. Il a ensuite souri à Yiwu, se moquant de lui, pendant qu'il était téléporté. Maintenant, Yiwu est dans une situation embarrassante, et les joueurs sont en colère contre lui pour les avoir utilisés. Il essaye encore de se sortir de cette situation en inventant des mensonges, mais malheureusement, cela ne fonctionnera pas pour la 2e fois. Pendant ce temps, les commentateurs rient de Yiwu, car ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un d'aussi doué en calcul que lui se fasse avoir par un animal de compagnie. Dans un changement de scène, Skelton est retourné aux côtés de sa maîtresse, comme les autres joueurs le lui avaient demandé. Alors, Bubbles demande s'il y a autre chose dont ils ont besoin. Mais comme prévu, en voyant tous les animaux de haut niveau qu'elle possède, ils s'éloignent tous, ne laissant que le prêtre, qui est en quelque sorte le chef de la bande. Maintenant qu'il était tout seul, il ne pouvait demander au slime que s'il pouvait toucher ses pectoraux masculins. Quelques instants plus tard, le slime a ligoté quelques joueurs qui les avaient combattus, pendant que Yuka fait toujours de son mieux pour réassembler le dispositif. Quelques instants plus tard, elle termine, surprenant même le commentateur, qui dit qu'elle est trop forte, car elle parvient à démonter les pièces du dispositif et à les réassembler en un nouveau dispositif. Elle ajoute qu'ils doivent encore en fabriquer un autre pour passer, et que beaucoup de joueurs sont probablement distraits par Yiwu, alors ils peuvent se reposer un peu. Pendant qu'ils travaillent, elle demande à Skelton pourquoi il a vendu toutes ses peaux. Ils ont failli ne pas y arriver. Il répond qu'en fonction du nombre qu'il a tué, cela aurait dû être suffisant pour que des joueurs viennent l'aider. Cependant, il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une autre personne sans scrupules comme lui. Mais même en tenant compte du nombre de loups bestiales fantômes qu'il a tués avec Big Bear, il devrait y avoir des joueurs qui peuvent se passer. Actuellement, il semble que quelqu'un d'autre a probablement tué plus de loups bestiales fantômes, mais ne s'est même pas donné la peine de les vendre. Cela aurait dû être calculé. Cela signifie qu'ils ont un mage d'arrêt qui n'est pas à ce stade en ce moment. Les mages d'arrêt sont rarement vus participants, car ils sont les plus difficiles à cultiver. À cause de cela, leurs critères pour passer sont aussi les plus faciles. Pendant qu'il explique tout cela, quelqu'un se téléporte à nouveau devant eux. Skeleton était sur le point de la transformer en glace, mais Big Bear l'arrête. Il la présente comme sa belle-fille, et elle vient de terminer son examen d'arrêt et est venue le retrouver, donc elle ne représente aucun danger. Il avait à moitié raison sur le fait qu'elle ne représente aucun danger, mais seulement pour eux, tandis que pour lui, ce n'est pas vraiment le cas. Elle dit à Big Bear de s'agenouiller, ce qu'il fait immédiatement, et maintenant qu'il est plus proche d'elle, elle lui mord l'oreille, laissant éclater sa colère à cause de ce que Big Bear lui a fait subir. Après ces retrouvailles touchantes, elle parle de quelque chose à Skeleton, mais il ne peut pas l'entendre, car elle est timide avec les étrangers. Alors Big Bear le dit à sa place, informant Skeleton qu'il a quelque chose sur lui, et c'est un sort de formation avec quelque chose comme un tracker. D'un simple geste de la main, elle brise tous les sorts de formation qui sont sur Skeleton. Après cela, elle est redevenue timide. Skeleton le remercie
et comprend maintenant pourquoi ses joueurs semblent toujours le trouver. Il se demande qui aurait pu lui mettre un sort de formation, et le seul joueur avec qui il a beaucoup interagi, c'est ce chat. Il en conclut donc que c'était elle. S'il l'avait su plus tôt, il n'aurait pas été aussi radin. Ensuite, Big Bear et sa belle-fille ont décidé de partir en premier. Ils ont dit au revoir et promis de se revoir plus tard. Quelques instants plus tard, Yuka a enfin terminé le dispositif. Maintenant, ils avaient tous les objets pour passer le niveau, tandis que Kitty et les autres trouvèrent leur emplacement et tentèrent de les arrêter. Cependant, ils étaient trop tard. Maintenant, Skelton et son équipe s'apprêtent à être téléportés au niveau suivant, mais avant que cela ne soit terminé, il interpelle Kitty et jette toutes les peaux en l'air, tout en souriant froidement. Ils déclarent qu'ils régleront leurs différends au prochain niveau. Après avoir terminé le niveau, les joueurs furent téléportés dans une station balnéaire, un lieu de repos bien mérité, après l'épreuve stressante qu'ils venaient d'affronter. Bubbles appréciait particulièrement cet endroit. Ils furent accueillis par Big Bear, qui profitait tranquillement de son moment de détente. Pendant ce temps, un PNJ leur remit un maillot de bain pour l'occasion, en attendant l'arrivée des autres joueurs. Bubbles était impatiente d'aller nager, mais Skeleton l'en dissuada immédiatement. Il n'avait tout simplement pas le temps pour cela. Et il avait raison, car à peine quelques instants plus tard, le commentateur démarra son compte à rebours. Avec cette annonce, les préliminaires prirent officiellement fin, et les 28 joueurs ayant réussi l'épreuve furent invités à rejoindre l'emplacement central du retest. Le commentateur leur expliqua la situation. En théorie, ils auraient eux tous pu réussir sans être éliminés, puisque la limite était de 30 joueurs. Mais quoi qu'il en soit, le retest devait avoir lieu. Le grand vainqueur de cette ultime épreuve remporterait un prix de grande valeur, des indices sur la nouvelle quête principale. De plus, le classement final déterminerait leur accès aux ressources de l'école et au conseil des enseignants. Une fois ces explications données, l'examen démarra. Son nom, l'île du loup-garou. Voyant que Bubbles était, comme d'habitude, complètement perdu, les autres joueurs prirent le temps de lui expliquer les règles. L'examen était divisé en 2 phases, le jour et la nuit. Le jour, il était interdit de combattre. En revanche, les joueurs pouvaient former des alliances, un élément qui deviendrait crucial par la suite. À ce stade, leurs numéros avaient été mélangés et distribués aléatoirement. Chaque joueur possédait donc la plaque d'identification d'un autre. Le système de points, récupérer son propre numéro, rapportait 10 points, tandis que voler un numéro différent ne donnait qu'un seul point. La nuit venue, les joueurs devaient choisir une compétence énergétique parmi 3 catégories disponibles. Attention, une seule compétence pouvait être utilisée par nuit et ne pouvait pas être réutilisée les nuits suivantes. Les rôles disponibles étaient le voyant. Il pouvait espionner les numéros de 3 joueurs chaque nuit. En contrepartie, il perdait toutes ses capacités défensives, devenant une cible facile. Le loup-garou. Il recevait un buff de berserk, doublant ses capacités. En réussissant à éliminer un joueur, il récupérait sa plaque d'identification. Si une cible possédait plusieurs plaques, le chasseur devait préciser laquelle il voulait. Sinon, une plaque lui était attribuée au hasard. En cas d'attaque groupée, chaque attaquant ayant réussi recevait une plaque. Le gardien. Il entrait en mode protection, le forçant à rester chez lui. Tant qu'il restait dans sa maison, toute attaque contre lui échouait automatiquement. Durant la journée, les joueurs pouvaient également échanger des informations sur leurs plaques ou former des alliances pour accéder aux maisons des autres. Cependant, il fallait rester sur ses gardes, car un allié pouvait très bien trahir et voler une plaque en douce. L'épreuve durerait 10 jours. Si un joueur passait 3 nuits sans plaque, il était éliminé. Un joueur sans plaque et attaqué 2 fois dans la même nuit subissait aussi l'élimination. Heureusement, les journées n'étaient non pas faites que de tension. Les joueurs pouvaient interagir avec des serveurs PNJ qui veillaient à leur bien-être et répondaient aux questions sur les règles. Mais le commentateur les avertit, ne perdez pas de temps. Une fois les explications terminées, les joueurs furent renvoyés chez eux pour découvrir leur numéro assigné. À partir de maintenant, chacun devenait à la fois chasseur et proie. Plus tard dans la soirée, Kitty exultait. Elle avait reçu le bœuf du loup-garou. Sachant qu'il était impossible de former une alliance dès la première nuit, elle supposa que les mages choisiraient de se protéger. Les joueurs les plus puissants étaient des vétérans appartenant à des guildes majeures, rendant leur chasse bien plus difficile. Elle en conclut que les guerriers
allait probablement choisir le rôle de loup-garou ou de prophète, leur attribuant un classement plus bas dans la hiérarchie. Ayant sa stratégie en tête, Kitty commença à chercher sa première victime. Mais à sa grande surprise, quelqu'un l'avait déjà prise pour cible. Ce quelqu'un, c'était Skeleton et Bubbles. Pourquoi? Parce qu'elle avait laissé une balise de pistage sur eux, ce qui ne leur avait pas du tout plu. Complètement acculée, Kitty utilisa sa compétence ultime, comme son maître le lui avait enseigné, tentant désespérément de s'en sortir. Mais Skeleton ne voulait rien entendre. Il s'en fichait totalement de ses explications. Elle était sa cible depuis le début. Il s'approcha lentement, convaincu qu'elle ne pouvait pas le vaincre, même en doublant ses statistiques. Avec un sourire glaçant, il lui lança une ultime proposition. Tu as deux choix. Me donner ta plaque de ton plein gré, ou je me chargerai moi-même de la récupérer. Avant même que Kitty ne puisse répondre, il ordonna à Bubbles de lui prêter main forte pour la neutraliser. Quelques instants plus tard, Kitty, vêtue d'une adorable robe, tremblait de honte. Skeleton, amusé, continuait de jouer avec elle, savourant sa gêne. Excédée, elle finit par perdre patience et leur demanda de partir, puisqu'il possédait déjà son numéro. Mais Skeleton, pas encore rassasié de son petit jeu, obéit à contre-cœur. Avant de partir, il lui lança cependant un avertissement. On repassera dans quelques jours. Et d'ailleurs, je demanderai aux assistants combien de robes de princesse ils ont en stock pour nos prochains jeux de rôle. Abasourdi, Kitty resta figée, remettant sérieusement en question ses choix de vie. Pendant ce temps, les commentateurs, hilars, profitèrent du spectacle en direct, conscients que cette scène venait d'être diffusée à l'échelle mondiale. Entre éclats de rire et compassion pour Kitty, ils décidèrent de changer de focus pour voir comment se débrouillaient les autres joueurs. Le premier affrontement. Ils se tournèrent vers Cyan, qui avait choisi la compétence du prophète pour espionner les plaques d'identification de plusieurs joueurs. Malheureusement pour lui, sa propre plaque avait déjà été volée par Gulling. À ce moment-là, la situation était simple mais brutale. Les joueurs les mieux classés étaient à l'offensive. Les joueurs en bas du classement étaient sur la défensive. Le premier cycle nocturne durait 2 heures et touchait déjà à sa fin. Un matin sous tension, le lendemain matin, un festin luxueux fut servi sur les tables. Pendant que les joueurs profitèrent du repas, Skeleton et Bubbles, en tenue de bain, furent rejoints par Yuka et Big Bear. Ils commencèrent à discuter de la formation d'alliances, mais comme une seule alliance pouvait être formée par nuit, ils décidèrent qu'ils devaient échanger plus d'informations avant de conclure un pacte. Yuka proposa une idée clé. Partageons nos plaques d'identification. Comme ça, si l'un d'entre nous possède la plaque d'un autre, on pourra la récupérer immédiatement. Puisqu'une coopération efficace repose sur la confiance, ils mirent cette stratégie en pratique. Maintenant qu'ils connaissaient leurs plaques respectives, ils purent planifier leurs compétences et cibles stratégiques pour la nuit suivante. Mais avant d'aller plus loin, Skeleton prit une décision. Il n'y a que 4 heures de pause avant la suite des opérations. Alors avant tout ça, on va se baigner dans l'océan. Et c'est ainsi que Bubbles et Skeleton plongèrent dans l'eau. Un accident évité de justesse. Un peu plus tard, alors qu'ils nageaient, Gulling apparut soudain devant eux. Ils souhaitaient échanger des informations sur leur carte et proposer une alliance. Mais il fut royalement ignoré. Pourquoi? Parce que Skeleton était occupé à s'excuser auprès de Bubbles. Il venait accidentellement de la forcer à nager, sans savoir qu'elle ne savait pas nager. Elle avait failli se noyer, et il se sentait maintenant obligé de lui apprendre à nager pour se racheter. Pendant que Gulling insistait pour capter leur attention, Skeleton continuait d'ignorer sa présence. Finalement, il se retourna et demanda, l'air détaché, « T'es qui, au juste ?» Ravi d'avoir enfin l'occasion de parler, Gulling se présenta à nouveau et expliqua son intention. Maintenant que Skeleton savait ce qu'il voulait, il proposa d'en discuter dans un endroit plus discret. Mais avant de partir, il aida Bubbles à se relever, car elle était encore vexée de ce qu'il lui avait fait subir. Gulling, une fois de plus mis de côté, les suivit en silence. Une rencontre avec Jian-Lui. Ils arrivèrent chez Gulling, où une silhouette féminine élégante lisait tranquillement. Il s'agissait de Jian-Lui, profitant d'un moment de solitude avec ses livres. Lorsque Skeleton et Bubbles entrèrent, ils furent estomaqués par sa beauté. Jian-Lui leva les yeux de son livre et les fixa d'un regard condescendant. « Tiens, tiens. Serait-ce l'animal de compagnie surexcité qui a semé la pagaille pendant les préliminaires ?» Skeleton, trop idiot pour comprendre l'ironie, prit cela comme un compliment
et afficha un sourire humble. « Merci, répondit-il, ravi. Bubbles, elle, fut obligée de lui rappeler que ce n'était pas un compliment. Après s'être présenté, Gulling leur expliqua la véritable raison de cette rencontre. Une alliance ou une exploitation déguisée? Gulling leur exposa son plan. Le but de l'épreuve était simple: accumuler le plus de points de chasse en 10 rounds. Puisque les compétences ne pouvaient pas être réutilisées 2 nuits de suite, le score maximum qu'un joueur pouvait atteindre était 14 points, à condition de réussir chaque attaque. Il voulait donc s'allier avec Skeleton et Bubbles afin d'optimiser les stratégies d'attaque et maximiser leurs points. Mais Skeleton fronça les sourcils. Quelque chose clochait. « Attends une seconde. Tu nous parles d'alliance, mais ton plan semble surtout te profiter à toi. » Gulling esquissa un sourire et sortit soudainement son épée. À cet instant, l'atmosphère devint glaciale. « Je vais être clair. Avec cette épée, je suis quasiment invincible. » Il expliqua ensuite que s'il remportait la tâche principale, il pourrait partager avec eux une quantité raisonnable d'informations. « Ah, et si possible, j'aimerais recruter Bubbles dans notre guilde, » ajouta-t-il en toute décontraction. Bubbles, totalement perdu, observa l'épée brisée devant elle et demanda innocemment « elle fait quoi cette épée, au juste ?» Skeleton expliqua que la récompense de la 3e mission principale était l'artefact magique Shenwan, dont l'un des enchantements permettait de quadrupler ses propriétés. La société Shenwan avait en réalité mis cet artefact divin à disposition de Gulling. En d'autres termes, Gulling pouvait toujours être en mode double loup-garou, et même s'il choisissait la carte du voyant, il pouvait facilement tuer des loups-garous ordinaires. Voyant que Skeleton était au courant de cela, ils furent impressionnés, mais continuaient à le considérer comme un simple animal de compagnie. Ils demandèrent alors à Bubbles si elle pouvait leur laisser son animal, affirmant qu'ils seraient ravis de le récupérer. Cette remarque agaça Bubbles, mais elle préféra ne pas réagir et les laissa parler. Ils ajoutèrent qu'ils possédaient un autre artefact de mission principale. Et en tant que membres du plus grand syndicat commercial d'Azur, cette épreuve n'était pour eux qu'une formalité. Ils tentèrent alors de la convaincre de rejoindre Shenwan, affirmant qu'ils la traiteraient bien, car Gulling était le premier successeur de Shenwan. Quelques instants plus tard, la réunion terminée, Bubbles et Skeleton se retrouvèrent dehors. Voyant Skeleton pensif, Bubbles lui demanda ce qui n'allait pas. Il répondit que, comme il l'avait pressenti, l'écart entre eux et les grandes unions était immense. Il réalisa alors qu'il avait été trop naïf en pensant pouvoir gagner seul. Après tout, s'il rejoignait Shenwan, il pourrait facilement obtenir de l'argent et de la renommée. Ces paroles lui valurent une tape sur la tête de la part de Bubbles, qui lui demanda ce qu'il racontait et pourquoi il devrait rejoindre Gulling. N'étaient-ils pas déjà heureux avec ce qu'ils avaient? Ils venaient d'obtenir un indice, et s'ils ne pouvaient pas l'exploiter, ils trouveraient un autre moyen d'avancer. De plus, elle n'avait pas du tout apprécié la manière dont il parlait de Skeleton, comme s'il n'était qu'un objet à ranger quelque part. Elle expliqua alors qu'elle était réellement heureuse en ce moment. Sa santé étant fragile, elle ne pouvait pas boire de thé au lait, ni manger à volonté. Mais ici, en Azur, elle avait pu bien manger, explorer et même voir la mer pour la première fois de sa vie. Peu importe la puissance d'une union, pour elle, l'important était avec qui elle vivait ses expériences. Elle lui demanda alors de continuer à se battre ensemble et l'appela Skeleton Prince. C'est à ce moment-là que Skeleton comprit que c'était la première fois qu'elle voyait la mer, ce qui expliquait pourquoi elle ne savait pas nager. Mais dès qu'il mentionna cela, Bubbles s'énerva, lui reprochant de ramener le sujet sur le tapis. Leur échange fut brusquement interrompu par une femme qui vint s'adresser à Bubbles. Elle lui demanda si son animal de compagnie était à vendre et précisa qu'elle pouvait payer en liquide. Bubbles, choquée par cette question absurde, s'exclama si elle était devenue folle. Elle n'en revenait pas. Après avoir rencontré des gens voulant collectionner Skeleton, voilà que quelqu'un cherchait à l'acheter. Irritée, elle déclara d'un ton moqueur que, s'ils voulaient l'acheter, ce serait pour 100 millions de yuan, pensant que cela dissuaderait l'acheteuse. Contre toute attente, la femme accepta immédiatement, sortant son chéquier. Surprise, Bubbles n'avait bien sûr aucune intention de vendre Skeleton, et partit en ignorant complètement la femme, qui semblait pourtant persuadée qu'elle pouvait obtenir tout ce qu'elle désirait avec de l'argent. Un peu plus tard, Bubbles continuait d'exprimer son irritation face à ce qui s'était passé, tandis que Skeleton, lui, proposa une idée saugrenue. Il suggéra à Bubbles de le vendre, expliquant que son niveau était bien plus élevé que celui de cette Miss. Une fois vendu, il pourrait s'enfuir et revenir, et elle pourrait alors le revendre encore et encore.
Bubbles fut exaspéré par cette idée et lui donna une nouvelle tape sur la tête, lui reprochant de dire n'importe quoi. C'est alors que Big Bear arriva en courant pour leur annoncer une mauvaise nouvelle. Les membres des grandes unions avaient pris place au premier rang et tentèrent d'attirer les joueurs indépendants dans leur rang. Quant aux joueurs qui refusèrent de se joindre à eux, ils étaient contraints de payer des sommes astronomiques pour passer au niveau suivant, rendant toute coopération impossible. Après avoir donné cette information, Big Bear demanda ce qu'il s'était passé de leur côté. Skelton lui raconta tout, et Big Bear fut abasourdi d'apprendre que quelqu'un avait voulu acheter un animal de compagnie pour 100 millions. Trouvant cela absurde, il plaisanta en disant que, si cette femme cherchait un animal, il pouvait aussi se vendre, d'autant plus qu'il pouvait se transformer en serpent et proposer un pack. Mais il réalisa vite le ridicule de ses paroles et changea immédiatement de sujet. Peu après, Yuka arriva accompagné de 2 assistants. Quanta, l'un d'eux, s'approcha immédiatement de Skelton et le renifla. Décontenancé, Skelton lui demanda ce qu'il faisait. Rougissant légèrement, Quanta expliqua qu'il sentait l'odeur de sa mère sur lui, ce qui troubla Skelton. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Yuka lui expliqua que Quanta avait été élevé par des monstres sauvages et que ce qu'il voulait dire, c'était qu'il percevait l'odeur des créatures de la nature sur lui. Avant qu'il ne puisse discuter davantage, une annonce retentit. Iwu demandait à tout le monde de se rassembler sur la place, car il avait quelque chose à dire. Intrigués, ils se dirigèrent vers le point de rassemblement. Maintenant que tout le monde était rassemblé au même endroit, Iwu déclara qu'il avait longuement réfléchi à la situation. Puisque ce jeu exigeait que chacun soit ouvert et honnête, il suggéra que si tous partageaient leurs plaques numérotées et cessèrent de s'attaquer, alors chacun obtiendrait 10 points et tout le monde serait à égalité en première place. À titre d'exemple, il annonça avoir déjà rendu la plaque de la tigresse et espérait que tout le monde rejoindrait son camp, car il avait un rêve. Il voulait que tous se tiennent la main et finissent ensemble à la première place. Il appela donc ses frères et sœurs à le rejoindre, ajoutant que ceux qui refusaient d'échanger leurs plaques trouveraient difficilement un moyen de surpasser le score de Tiger Lee. Pendant ce temps, Guling, qui observait la scène depuis le côté, en avait assez de voir Iwu arnaquer encore des joueurs. De leur côté, Skelton et Bubbles décidèrent de rentrer. Bubbles réfléchissait à ce que Iwu avait dit et trouvait que son raisonnement se tenait. Mais Skelton n'était pas d'accord et lui expliqua qu'elle se trompait. Selon lui, Iwu cherchait simplement à tromper les joueurs. Après tout, pourquoi quelqu'un possédant 2 cartes et ayant déjà réussi une chasse la première nuit voudrait-il échanger ses plaques? De plus, si une grande guilde remportait la victoire et obtenait des indices sur la mission principale, elle pourrait les utiliser pour se préparer à l'avance, échanger contre de l'argent et du temps, et ainsi obtenir une longueur d'avance. Ces guildes joueraient alors dans une toute autre catégorie par rapport aux joueurs ordinaires. Iwu le savait mieux que quiconque. Mais en donnant à tous 10 points, il rendrait la chasse plus difficile. Il y aurait 5 opportunités de chasse, ce qui signifiait qu'ils devraient identifier précisément où se trouvaient à leur plaque, faute de quoi ils échoueraient. En réalité, Iwu ne pensait pas à la victoire. Il voyait cette compétition comme un jeu d'échecs et cherchait simplement à semer le chaos. Pour les grandes guildes, un animal de compagnie rare et mignon n'était qu'un jouet à collectionner et à exhiber. Mais Skeleton se souvenait d'une phrase d'un de ses livres préférés. « La faiblesse et l'ignorance ne sont pas des obstacles à la survie. L'arrogance, si. » Puisqu'ils osaient le mépriser et le traiter comme un simple animal, il comptait bien renverser l'échiquier pour leur montrer sa véritable valeur, mais en temps voulu. Pendant ce temps, Bubbles utilisait sa carte de voyant pour obtenir des informations sur leurs adversaires. Ils connaissèrent désormais les plaques numérotées de Guling et Jian Liue. Leur prochaine tâche serait de confirmer quel joueur se cachait derrière ces numéros. Cependant, puisqu'ils avaient choisi la carte du voyant cette nuit-là, ils devraient se faire discrets jusqu'au lendemain. Skelton se tourna alors vers Big Bear et lui demanda son avis sur la robe de princesse la plus mignonne. Sérieux, Big Bear le fixa un instant avant de lui demander ce qu'il fabriquait, mais finit quand même par lui donner son avis. Après cela, ils décidèrent de s'amuser et de profiter du moment ensemble. Le lendemain matin, la belle-fille de Big Bear fut choquée en voyant dans quel état il était. Il lui expliqua qu'il avait joué aux cartes avec eux toute la nuit et qu'il n'avait gagné aucune backmanche. Peu après, Yuka arriva excitée et leur annonça qu'elle avait réussi à obtenir la plaque numérotée de Guling.
C'était le Edge Recap, à bientôt pour un nouvel épisode. Dites-moi en commentaire si vous voulez la suite de cet épisode, et merci d'avoir regardé. À la prochaine les amis.